Bonjour. En cette période, j'oserais dire, de fin d'année où d'habitude ils sont beaucoup plus froids, on a un temps, j'oserais dire, anormalement doux, vous l'avez vu, des températures dans la région parisienne à peu près 10 degrés au-dessus de la normale, aux alentours de 14-15 degrés, et surtout, vous l'avez vu, vous l'avez subi, des chutes de pluie très importantes, j'oserais dire, mais anormales, sur une bande qui va grosso modo de la Vendée jusqu'aux Alpes, avec des précipitations où, sur les Alpes, en une journée, il est tombé l'équivalent d'un mois. Alors que se passe-t-il ? Eh bien, il se passe un phénomène météo connu, bien entendu, des spécialistes, mais peu connu du grand public, que l'on appelle les rivières atmosphériques. Regardez, ça tient en une image, avec une photographie satellite. Là, vous connaissez l'Afrique, la France, l'Espagne. Ici, on est aux Antilles, et regardez bien cette bande de nuages qui va jalonner le transfert d'humidité énorme, mais je dis colossal, depuis les Antilles jusqu'à la France et les Alpes, où ça se termine sur l'Europe centrale. Voilà donc ce que l'on appelle une rivière atmosphérique, j'appellerais plutôt un fleuve atmosphérique. Ça fait à peu près 4-5 000 km de long, je vous le disais, et puis quelques centaines de kilomètres de large. Et ça vous transfère des quantités énormes de vapeur d'eau. Et donc, qui dit transfert de vapeur d'eau, dit obligatoirement précipitation, dès que ça rentre en contact avec de l'air froid, tout à fait classique, ou bien lorsque ça entre, comme sur les Alpes, en contact avec le relief. Alors, pour qu'il y ait ces transferts énormes de vapeur d'eau, il faut un certain nombre de conditions. Il faut d'abord un océan, le golfe du Mexique et les Antilles, très chaud. Il faut également de l'air froid en altitude pour que ça condense. Mais également, il faut j'oserais dire, une espèce de chemin de fer, de rail anticyclonique, vous allez le voir sur ce schéma, avec anticyclone et dépression. Et là, ça vous canalise ce transfert de vapeur d'eau, d'humidité, je voudrais dire, de toujours des Antilles jusqu'à l'Europe. Alors ce phénomène n'est pas nouveau. Il a été découvert assez récemment parce que on le retrouve à 4 reprises sur la surface du globe. Et il y a à peu près un an, sur cette même chaîne, eh bien, nous avons été un peu les pionniers, nous avons révélé l'existence des rivières atmosphériques. C'est notre séquence rétro. À la mi-mars, les météorologues situés sur la base Concordia franco-italienne, au pôle sud, enfin disons dans l'Antarctique, ont enregistré une température anormalement élevée. Autrement dit, un coup de chaud sur l'Antarctique. C'est-à-dire que dans cette période de l'année, nous, on est au printemps, eux, ils sont en automne, il va y avoir la nuit polaire, c'est-à-dire qu'on va vers le grand froid, où les températures, sur ce plateau à 3000 mètres d'altitude, balayé par des vents très violents, les températures oscillent entre, disent les météorologues, entre moins 45 et moins 55 degrés. Et là, ils ont enregistré une température 40 degrés plus élevée que la moyenne. C'est-à-dire que l'on avait à la base Concordia moins 11 degrés 5. Alors pour nous, c'est très froid, mais là-bas, c'est quasiment du très chaud. Et ça interpelle les météorologues. Et on va le voir pourquoi. On cherche, bien entendu, une explication. Eh bien, l'explication, c'est ce que l'on appelle les rivières atmosphériques. Très joli nom. C'est quelque chose qui a été mis en évidence par les laboratoires américains du Massachusetts. Et dans début des années 90, on a découvert qu'à la surface du globe, il y avait de très énormes transferts d'humidité, disons, de vapeur d'eau, qui ont la forme d'un courant. C'est assez mince, ça fait à peu près 100 km de large, plusieurs milliers de kilomètres de long. Tenez, regardez, on les voit très bien par satellite. Regardez, vous voyez, celui-là, il va d'Hawaï jusque sur les côtes de Californie. On verra les conséquences. Celui qui intéresse ici, c'est l'Antarctique. C'est celui qui va, disons, de l'Australie jusqu'à l'Antarctique. Et vous en avez ici un au niveau du Brésil, et vous en avez aussi un autre ici au niveau de l'Afrique du Sud. C'est ça que l'on appelle les rivières atmosphériques. Donc, ça mérite une explication. Il faut toujours se souvenir que la température moyenne de notre globe, qui est quasiment constante malgré ce qu'on appelle le réchauffement, cette température moyenne du globe est faite d'un équilibre. Si vous voulez, la seule source d'énergie, c'est
quasiment à 97% la chaleur qu'il reçoit du soleil. Et puis, pour avoir un équilibre, eh bien, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Alors, cet équilibre, c'est, d'une part, le globe va renvoyer vers l'espace une petite partie de cet excès de chaleur, et les satellites le voient très bien, c'est ce qu'on appelle l'infrarouge. Et d'autre part, il existe des mécanismes de régulation. Alors le premier mécanisme, c'est ce que j'appelle, moi, l'effet barbecue. Heureusement, la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Deuxième effet, qui va être les saisons. Et oui, l'axe de rotation de la Terre est incliné de 23 degrés, à peu près 30 minutes. Et qui fait qu'il y a donc une alternance entre l'excès de chaleur au tropique et puis une baisse de calories au pôle en raison des nuits polaires, parce que l'axe de la Terre est incliné. Mais ce n'est pas tout. Il y a également des transferts d'énergie énormes entre les excès de calories au tropique vers les pôles. Et ça se fait avec, je voudrais dire, un chauffage central. La première source de chauffage central, c'est le déplacement des masses d'air. C'est-à-dire, c'est un effet très rapide. Masse d'air qui engendre des vents. Et vous avez bien vu, on a connu du vent du sud et qui nous a ramené du sable, du Sahara, jusqu'à l'Islande. C'est pas petit. Mais vous avez vu, d'un seul coup, les températures sont montées d'une dizaine de degrés par rapport à la normale. Et le deuxième transfert de calories, qui est de loin le plus important, mais qui est un phénomène beaucoup plus lent, avec une énorme inertie, c'est la mer, ou plutôt les courants. Et bien sûr, le plus connu, c'est le Gulf Stream. Le Gulf Stream, je vous rappelle tout de même, le débit du Gulf Stream, c'est aussi important en volume que la totalité des fleuves et des rivières de la planète. C'est pas rien. Ça part du golfe du Mexique pour aller jusqu'aux côtes de Norvège. Et il y a un autre phénomène que l'on a découvert et qu'on appelle les rivières atmosphériques. C'est-à-dire des transferts d'humidité, disons, de vapeur d'eau, sur des milliers de kilomètres, avec une espèce de canal, puisque ça fait à peu près 1 millier de kilomètres de large, et c'est entre 3000 et 5000 mètres. Et ces rivières atmosphériques ont de très grosses conséquences, bien entendu, sur le climat. Donc, ces rivières atmosphériques, qui existent en permanence à la surface du globe, il y en a entre 3 et 5 dans chaque hémisphère, véhiculent d'énormes quantités d'humidité, donc de vapeur d'eau, sur des milliers de kilomètres, et ça a donc des conséquences sur le climat d'un certain nombre de régions. Une dernière remarque, vous avez bien compris le mécanisme maintenant de rivières atmosphériques. N'oublions pas que ça joue un rôle très important dans le climat d'un certain nombre de régions. Vous avez vu, par exemple, sur les pluies diluviennes et les chutes de neige sur la Californie. Vous l'avez vu sur le réchauffement de l'Antarctique. Et nous en subissons aujourd'hui les conséquences. Mais, on ne pensait pas que ce phénomène météo puisse toucher nos contrées. Comme quoi, vous voyez, en météo, c'est comme on dit en publicité pour un grand magasin, eh bien, il se passe toujours quelque chose. À bientôt.